Le ciel gardait encore des vestiges de la nuit quand Étienne se réveilla. Les premiers rayons du soleil peinaient à percer la brume qui couvrait les champs du domaine Sainte-Croix, propriété qu'il gérait depuis près de 2 décennies. Il se leva avec un corps endolori, résultat d'années passées courbées sur la terre et à dompter des bêtes têtues. À 45 ans, Étienne Moreau portait sur son visage buriné par le soleil la dignité silencieuse de celui qui avait appris à converser davantage avec la nature qu'avec les gens. Il enfila le même pantalon de coutil délavé qu'il portait chaque jour, rentra sa chemise à carreaux dans sa ceinture de cuir et chaussa les bottes usées qui connaissaient chaque parcelle de cette terre. Le café fort, préparé la veille et à peine réchauffé sur la cuisinière à bois, descendit amer dans sa gorge. C'était suffisant pour commencer une autre journée qui, dans son esprit, serait pareille à toutes les autres. C'est alors qu'il entendit. D'abord, il pensa que ce n'était que le vent dans les fentes de la fenêtre, ou peut-être un veau nouveau-né appelant sa mère. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce son, une urgence, un désespoir qui n'appartenait pas au bruit quotidien du domaine. Étienne s'arrêta, la tasse suspendue en l'air, essayant d'en identifier l'origine. Le son revint, plus clair cette fois. Un cri humain, étouffé par la distance, venant de la direction du vieux poulailler. Le vent froid du matin s'enroulait dans les plis de sa chemise, tandis qu'il traversait la cour d'un pas ferme mais pressé. Sous ses pieds, l'herbe encore humide de rosée céda la place au chemin de terre battue qui menait au bâtiment des animaux. L'odeur de paille mouillée venait du poulailler, mêlée au son effrayé des volailles. Les poules caquetaient dans une frénésie inhabituelle, comme si quelque chose avait perturbé leur territoire. Le cri se répéta, plus proche, plus suffoqué, et son cœur s'accéléra. Étienne n'avait pas l'habitude de se mêler des histoires des autres. Tous au village de Bellecombe le connaissaient comme un homme réservé qui s'occupait de ses affaires et respectait celles d'autrui. Mais ce cri portait une supplique qu'il ne pouvait ignorer. Il ralentit le pas en s'approchant du poulailler. Le petit hangar en bois, construit par son père plus de 30 ans auparavant, avait connu des jours meilleurs. Les planches, autrefois d'un brun vibrant, affichaient maintenant un gris délavé, résultat des innombrables pluies et du soleil impitoyable de la région. Étienne savait exactement quelle planche grincerait sous ses pas, quel clou était desserré, quelle partie du toit laissait passer la pluie. En ouvrant la porte en bois, il sentit le grincement des verrous et le claquement d'une charnière fatiguée. Le bruit fit taire l'intérieur du poulailler un instant. Les poules, auparavant agitées, se retirèrent dans les coins, observant avec des yeux noirs et attentifs. À l'intérieur, le soleil se filtrait par d'étroites fentes entre les planches, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de petits êtres vivants. Dans le coin le plus sombre, recroquevillée contre le mur, une jeune femme aux vêtements déchirés et à la respiration haletante le fixait avec des yeux dilatés par la peur. Ses cheveux sombres, emmêlés et parsemés de brins de paille, encadraient un visage maigre et pâle. Sa jupe, qui avait dû être bleue, portait des taches de terre et de petites déchirures sur les bords. Elle ne disait rien, serrant seulement contre sa poitrine un vieil baluchon enveloppé dans un tissu délavé, comme si c'était la chose la plus importante au monde. « Qui êtes-vous » demanda Étienne en gardant ses distances. Sa voix, rauque par manque d'usage, sonna plus âpre qu'il ne l'aurait voulu. La jeune femme ne répondit pas. Elle serra juste plus fort le baluchon contre elle, comme si elle craignait qu'il ne le lui arrache des mains. Ses yeux, grands et bruns, se déplacèrent rapidement entre Étienne et la porte ouverte, calculant une fuite possible. « Je ne vous ferai pas de mal », continua-t-il, percevant la terreur sur ce jeune visage. « Mais c'est mon poulailler, et j'ai besoin de savoir qui est ici. » Pendant un instant, la seule réponse fut le caquettement lointain des poules dans la cour et le vent qui faisait doucement gémir les planches du poulailler. Étienne remarqua une petite cicatrice au-dessus de son sourcil droit, et comment ses doigts, agrippés au baluchon, tremblaient légèrement. « Je suis désolé », murmura-t-elle enfin, d'une voix presque inaudible. « J'avais juste besoin d'un endroit pour passer la nuit. » Étienne fronça les sourcils. Le village le plus proche, Bellecombe, était à au moins 2 heures de marche. Comment cette jeune femme était-elle arrivée jusqu'à sa propriété? Et pourquoi avait-elle choisi de se cacher dans le poulailler, alors qu'il y avait des maisons et la petite auberge de Madame Dubois au village? « Vous êtes seul ?» demanda-t-il, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à trouver quelqu'un d'autre caché parmi les nids. La jeune femme hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens,
tel un animal sauvage évaluant le danger. Étienne ne savait pas s'il devait s'approcher ou reculer, mais son instinct lui disait qu'il y avait bien plus dans cette scène que la peur affichée sur son visage. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle protégeait ce baluchon, quelque chose dans la tension de ses épaules, qui parlait d'une histoire qu'il ne pouvait encore déchiffrer. « Quelqu'un vous cherche » demanda-t-il, direct. Ses yeux s'écarquillèrent encore plus, et Étienne sut qu'il avait visé juste. Elle fuyait quelqu'un, ou quelque chose. Les poules se remirent à caqueter dans la cour, et le vent apporta le son lointain d'un chien aboyant sur la route. La journée commençait pour le reste du monde, indifférent au drame qui se jouait dans ce petit poulailler en bois. Le silence qui s'installa entre eux semblait aussi dense que la poussière qui flottait dans les raies de soleil. Étienne retira son chapeau de paille, un geste que sa mère, Adèle, lui avait enseigné comme étant un signe de respect devant une femme. Le chapeau, compagnon de tant de récoltes et de journées de labeur, tournait maintenant lentement entre ses doigts calleux. Étienne n'avait jamais été un homme de grands discours. Depuis la perte de son père 15 ans auparavant, il s'était habitué à tout résoudre seul, échangeant de courtes phrases avec les quelques saisonniers qu'il embauchait à l'époque des moissons. La présence de cet inconnu sur sa propriété le mettait mal à l'aise, comme une chaussure neuve qui n'a pas encore pris la forme du pied. Il s'accroupit lentement, posant son chapeau sur son genou, essayant d'adoucir le ton de sa voix. « Tout va bien, mademoiselle. Personne ne vous fera de mal ici. » La phrase sortit comme un murmure rauque, peu habitué à la gentillesse. Elle, cependant, ne bougeait pas, les doigts crispés sur le tissu usé du baluchon. Ses yeux, qui erraient auparavant entre Étienne et la porte, semblaient maintenant l'étudier plus attentivement, comme si elle essayait de décider si elle pouvait lui faire confiance. Le silence prolongé permit à Étienne de percevoir d'autres détails. Le léger arôme de lavande imprégné sur l'ourlet de sa jupe, contrastant avec l'odeur de terre et de sueur. Le tremblement presque imperceptible qui parcourait ses épaules maigres à chaque respiration, et la façon dont elle maintenait le poids de son corps légèrement incliné vers la droite, comme pour protéger une blessure récente. « Comment vous appelez-vous » demanda Étienne, restant immobile pour ne pas l'effrayer. « Claire » répondit-elle après un moment d'hésitation. « Claire Dubois. » Le nom semblait convenir à cette silhouette fragile, pensa Étienne. Claire, comme le matin qui commençait à se former dehors, dissipant le brouillard. « Je suis Étienne Moreau », se présenta-t-il, se sentant étrangement formel. « C'est mon domaine. Sainte-Croix. » Les yeux de Claire parcoururent l'intérieur du poulailler, comme si elle prenait seulement maintenant pleinement conscience de l'endroit où elle se trouvait. Une poule brune s'approcha, picorant curieusement l'ourlet de sa jupe. « Excusez-moi pour le dérangement, » dit-elle, repoussant doucement la poule de sa main libre. « J'avais juste besoin d'un endroit pour me reposer. » Étienne hocha la tête, remarquant sa respiration irrégulière qui trahissait l'épuisement. Il n'était pas difficile de deviner qu'elle avait beaucoup marché, fuyant peut-être quelque chose ou quelqu'un qui la menaçait. « Vous avez faim » demanda-t-il, se souvenant du pain qu'il avait cuit la veille et qui devait encore être tendre. Claire baissa les yeux comme si la question l'avait embarrassée, mais acquiesça légèrement. « Venez » dit Étienne en se levant. « À la maison, il y a de la nourriture et un endroit pour vous laver. » D'un geste prudent, il tendit la main. Claire observa la paume rugueuse et les doigts marqués de petites cicatrices, résultat d'années de dur labeur. Elle hésita, comme si elle évaluait la sincérité du geste, jusqu'à ce qu'elle touche finalement ses doigts. Il y avait là une rudesse, non seulement de la peau, mais de la vie. Une vie qui, Étienne pouvait le sentir, n'avait pas été généreuse avec elle. Sans demander d'explication, Étienne l'aida à se relever, sentant le poids léger de quelqu'un qui ne s'était probablement pas nourri correctement depuis des jours. Elle chancela légèrement en se mettant debout, et il remarqua comment ses chaussures, usées et couvertes de boue, semblaient trop grandes pour ses petits pieds. Les poules s'écartèrent lorsque les deux se dirigèrent vers la porte. Claire serrait toujours le baluchon contre sa poitrine, comme un bouclier. « Je peux » demanda Étienne, désignant le paquet, curieux de savoir ce qui pouvait être si précieux. « Je préfère le garder » répondit Claire rapidement, une lueur de panique traversant son regard. Étienne n'insista pas. Chacun avait droit à ses secrets, et lui, plus que quiconque, savait respecter cela. En sortant du poulailler, la lumière du matin tomba pleinement sur son visage, révélant non seulement une beauté marquée par la fatigue,
mais aussi une force silencieuse cachée derrière ses yeux attentifs. Ses cheveux noirs, qui à l'intérieur du poulailler semblaient simplement sales, brillaient maintenant de reflets bleutés sous le soleil. Claire cligna des yeux plusieurs fois, comme si la clarté la dérangeait, et Étienne comprit qu'elle avait dû passer beaucoup de temps cachée avant d'arriver là. Le chemin jusqu'à la maison se fit en silence. À quelques mètres d'eux, le chien du domaine, un corneau au poil jaunâtre nommé Loupio, observait l'inconnu avec curiosité, mais sans aboyer, comme s'il sentait lui aussi qu'elle avait besoin de paix. La maison d'Étienne était simple mais solide. Construite par son grand-père et agrandie par son père, elle conservait la structure traditionnelle des fermes de la région. Une large galerie faisant le tour de la façade et des côtés, de grandes fenêtres en bois peintes en bleu, et un toit à 2 versants couverts de tuiles en terre cuite qui prenaient une teinte orangée sous le soleil du matin. Claire s'arrêta au pied de l'escalier menant à la galerie, comme si elle réalisait soudain ce qu'elle faisait, entrer dans la maison d'un inconnu, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. « N'ayez pas peur », dit Étienne, percevant son hésitation. « Vous pouvez entrer et sortir quand vous le voulez. » Elle hocha la tête, toujours incertaine, et monta les marches en bois qui grincèrent sous ses pieds. La galerie était propre et bien rangée, avec une chaise à bascule dans un coin et des pots de fougères suspendus à l'avant-toit. Ce n'était pas le genre de maison que Claire s'attendait à trouver habitée seulement par un homme solitaire. « Ma mère aimait les plantes », expliqua Étienne, remarquant son regard sur les pots. « J'essaie de les garder en vie. » En ouvrant la porte, l'arôme de café fraîchement coulé se mêla à l'odeur de bois ancien et d'herbes séchées suspendues dans la cuisine. La maison était organisée et étonnamment accueillante, avec des meubles simples mais bien conservés et des rideaux blancs aux fenêtres. « Asseyez-vous », dit Étienne, indiquant la table en bois massif au centre de la cuisine. « Je vais vous réchauffer quelque chose à manger. » Claire obéit, tenant toujours son baluchon. Ses yeux parcouraient chaque détail de la cuisine, comme si elle cherchait des indices sur qui était vraiment cet homme qui l'avait accueilli. Pendant qu'Étienne allumait la cuisinière à bois et mettait une casserole de lait à chauffer, elle observait ses mains larges et sûres accomplir les tâches ménagères avec une aisance qui la surprit. Il y avait une douceur contenue dans ses gestes, une prévenance qui ne correspondait pas à l'image de dureté que son apparence extérieure suggérait. « Merci », dit Claire, lorsqu'il posa devant elle une tasse fumante de lait chocolaté et un généreux morceau de pain encore tendre, accompagné de fromage frais. « Mangez doucement », conseilla Étienne, s'asseyant de l'autre côté de la table. « Votre estomac pourrait mal réagir si vous n'avez pas mangé depuis longtemps. » Claire hocha la tête, prenant la première gorgée de lait les yeux fermés, comme si elle savourait un plaisir oublié depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, le domaine Sainte-Croix s'habitua à la présence silencieuse de Claire. Étienne lui avait improvisé une chambre dans l'ancien bureau de son père, une petite pièce mais aérée, avec une fenêtre donnant sur le verger d'orangers. Il y plaça un lit simple qui était entreposé au grenier, une table de chevet avec une lampe à pétrole et un coffre en bois pour qu'elle puisse ranger ses maigres affaires. Le mystérieux baluchon, nota Étienne, restait toujours près d'elle, tantôt caché sous l'oreiller, tantôt gardé avec soin à l'intérieur du coffre. Claire se révéla être une femme qui savait se rendre utile. Dès le 2e jour, Étienne la trouva au lavoir en bois de la cour, en train de laver quelques vêtements. Elle avait les mains rouges à cause de l'eau froide de la source, mais elle frottait chaque pièce avec une concentration presque méditative. Quand elle remarqua sa présence, elle hocha simplement la tête discrètement et continua son travail, comme pour demander la permission d'occuper cet espace avec son utilité. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit Étienne, mal à l'aise à l'idée qu'elle se sente contrainte de travailler en échange de l'hospitalité. « J'aime ça », répondit simplement Claire, tordant une chemise avec une force surprenante pour quelqu'un d'apparence si fragile. « Ça me calme. » Et c'est ainsi qu'une routine non dite s'installa entre eux. Claire prit naturellement en charge l'entretien de la maison. Elle balayait la grande galerie tous les matins, nettoyait les meubles avec un chiffon imbibé d'huile d'orange qu'elle avait elle-même préparé, et se mit à cuisiner des repas simples mais savoureux, utilisant les herbes du petit potager qu'Adèle avait planté des années auparavant, et qu'Étienne entretenait plus par habitude que par utilité. Étienne, de son côté, continuait sa routine au domaine. Il partait tôt pour vérifier le bétail dans les pâturages les plus éloignés, réparer les clôtures, supervisait le travail des 2 aides qui venaient 3 fois par semaine, Jean-Pierre et Luc,
et préparait la terre pour les prochaines semailles. Le soir, il rentrait pour trouver la maison illuminée et un arôme de cuisine familiale qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Les conversations entre eux, cependant, restaient brèves et pratiques. « Il va pleuvoir aujourd'hui », disait Étienne au petit déjeuner, regardant le ciel par la fenêtre de la cuisine. « Oui, les merles chantent différemment », répondait Claire, comme quelqu'un qui comprenait aussi les signes de la nature. Ou encore, « Il n'y a presque plus de haricots », informait-elle. « J'irai au village demain », répondait-il, ajoutant ensuite « Vous avez besoin de quelque chose ?» Ce qu'Étienne remarqua au fil des jours, c'est que Claire évitait de parler d'elle, détournant le regard lorsque la conversation s'approchait de son passé. Il tenta, à quelques reprises, de découvrir d'où elle venait, ce qui l'avait fait fuir, mais comprit vite que ces questions ne faisaient que construire des murs entre eux. Claire se refermait comme une fleur au crépuscule, et ne se rouvrait que lorsque le sujet passait à des questions pratiques du quotidien. Étienne respectait ce silence. Après tout, lui-même n'avait jamais été du genre à partager ses histoires ou ses sentiments. Depuis qu'il avait perdu ses parents, sa mère d'une fièvre qui avait emporté la moitié du village 8 ans auparavant, et son père dans un accident de tracteur quand Étienne n'avait que 30 ans, il s'était habitué à garder ses peines et ses joies pour lui-même. Les gens de la région le considéraient comme réservé, certains disaient même étrange, mais il ne s'était jamais soucié de ses étiquettes. Sa terre et ses animaux lui suffisaient comme compagnie, ou du moins, c'est ce qu'il pensait jusqu'à l'arrivée de Claire. Le soir, lorsque le froid des collines s'infiltrait dans la maison malgré la chaleur de la journée, Étienne entendait des pas légers jusqu'à la cuisine, où Claire se réchauffait avec une tasse de tisane. Le son de la cuillère heurtant la porcelaine était presque un rituel silencieux, rythmé comme une vieille horloge. Parfois, il la rejoignait, s'asseyant de l'autre côté de la table, et tous deux buvaient en silence, observant les ombres que la lampe à pétrole projetait sur les murs entorchis. Ce fut lors d'une de ces nuits, alors que la pluie tambourinait sur le toit et que le vent sifflait dans les fentes des fenêtres, que Claire parla, sans qu'il ne demande rien. « Je viens du Val des Cèdres. » Étienne ne connaissait l'endroit que de nom, une région à environ 2 jours de voyage de l'autre côté de la montagne, connue pour ses tissages et sa culture du tabac. « C'est joli là-bas », commenta-t-il, sans insister pour plus d'informations. Claire hocha la tête, les yeux fixés sur la tasse de tisane entre ses mains. Ma mère était tisserande. Elle faisait les couvertures les plus recherchées de la région. Étienne nota l'emploi du verbe au passé. Était, elle est morte il y a 3 ans. La voix de Claire flancha légèrement. De chagrin, je crois, après que mon père nous a quittés pour une autre femme. Étienne, qui avait toujours vécu avec la dureté du travail et la discipline de la solitude, sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il connaissait bien le goût amer de l'abandon, bien que dans son cas, ce fut la mort, et non le choix, qui lui avait enlevé ses parents. « Je suis désolé », dit-il, et les mots, bien que simples, portaient une compréhension sincère. Claire but une autre gorgée de tisane avant de continuer. Après son départ, je suis resté seul dans la maison. J'ai continué son travail, le tissage, mais ce n'était pas pareil. Elle fit une pause comme pour évaluer ce qu'elle pouvait révéler. Étienne attendit, patient comme celui qui attend qu'un fruit mûrisse naturellement sur l'arbre. Jusqu'à ce que... Claire hésita, ses doigts serrant plus fort la tasse. Jusqu'à ce que M. Olivier, le propriétaire de la plus grande plantation de tabac, commence à me rendre visite. Il disait vouloir commander des couvertures. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas ça qu'il voulait. Étienne sentit sa mâchoire se durcir. Il connaissait bien ce genre d'hommes, des hommes de pouvoir qui croyaient que tout et tout le monde avait un prix. « Il a insisté » demanda-t-il, gardant sa voix neutre malgré la colère qui commençait à monter en lui. Claire hocha la tête, sans entrer dans les détails. Jusqu'au jour où j'ai dû partir. J'ai pris ce que je pouvais emporter et je suis parti sans regarder en arrière. Le silence qui suivit fut comblé uniquement par le son de la pluie et du vent, comme si la nature respectait ce moment de confession. Étienne ne posa plus de questions. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Son arrivée au milieu de la nuit, sa peur constante, ses regards attentifs chaque fois qu'elle entendait un bruit sur la route. « Ici, personne ne vous dérangera », dit-il finalement, posant sa main sur la table près de la sienne sans la toucher. « Cette terre est à moi, et ceux qui viennent ici respectent mes règles. » Claire regarda cette main calleuse, si proche de la sienne,
Et pour la première fois depuis son arrivée, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Merci, monsieur Étienne. »« Juste Étienne, » corrigea-t-il, lui rendant timidement son sourire. « Monsieur, c'est pour les plus vieux. » À partir de cette nuit-là, quelque chose changea subtilement dans la dynamique entre eux. Ce n'était pas un changement qui pouvait être expliqué par des mots ou mesuré par de grands gestes, mais il était présent dans l'air de la maison, comme l'arôme du pain que Claire se mit à faire chaque matin, ou dans l'arrangement improvisé de fleurs des champs qu'elle plaçait sur la table à manger. Étienne commença à remarquer comment de petites présences apportaient une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le son de ses pas dans la maison n'était plus étrange. Il était devenu une partie du domaine, comme le meuglement du bétail à l'aube ou le chant des oiseaux au crépuscule. Parfois, en rentrant du travail des champs, il trouvait Claire assise sur la galerie, en train de coudre ou simplement d'observer l'horizon, et il ressentait une étrange satisfaction de savoir qu'elle serait là, que la maison ne serait pas vide et silencieuse comme avant. Malgré tout, il y avait le baluchon qu'elle gardait dans l'armoire, intact, comme un secret qui avait besoin de temps pour être révélé. Étienne voyait comment elle le vérifiait chaque soir, comme pour s'assurer qu'il était toujours en sécurité, et il respectait ce rituel privé, comprenant que chaque personne a le droit de garder certaines choses pour soi. Un après-midi, en rentrant plus tôt que d'habitude à cause d'un orage qui approchait, Étienne trouva Claire dans la cuisine, fredonnant doucement tout en pétrissant la pâte à pain. C'était une chanson que sa propre mère avait l'habitude de chanter, une vieille mélodie sur les fleurs qui poulent sur les pierres, sur la résistance et l'espoir. Il s'arrêta à la porte, sans annoncer sa présence, absorbant cette scène qui semblait sortie d'un temps lointain, de l'époque où le domaine Sainte-Croix était un lieu de voix et de chansons, pas seulement de travail et de solitude. Claire avait de la farine sur les mains et une mèche de cheveux rebelles tombait sur son visage concentré. Il y avait une paix dans cette image qui le toucha profondément. C'est alors qu'Étienne réalisa quelque chose qui grandissait silencieusement en lui, comme une graine plantée sans bruit. La solitude, qui avait été si longtemps sa fidèle compagne, commençait à lui paraître moins naturelle, moins inévitable. Et cela, plus que toute autre chose, l'effrayait et l'intriguait à la fois. L'aube sur le domaine Sainte-Croix arriva avec une explosion de couleurs. Avril prenait congé avec des matins plus froids, annonçant l'approche de l'hiver des collines, mais le ciel de ce jour-là semblait vouloir compenser le froid avec une palette extraordinaire d'oranges et de violets. Étienne observait l'horizon depuis la galerie, ses mains rugueuses tenant une tasse de café fumant, quand il remarqua du mouvement dans le poulailler. Claire avait pris en charge la tâche de s'occuper des poules comme si c'était quelque chose de précieux. Ce matin-là, elle portait une robe simple qu'Étienne reconnut comme l'une de celles ayant appartenu à sa mère. Des vêtements restés rangés pendant des années et qu'il lui avait offerts après 2 semaines de son arrivée, quand il était devenu clair que Claire n'avait rien de plus que les vêtements qu'elle portait et le mystérieux baluchon. « Tu vas rester là à regarder ou tu vas m'aider » demanda-t-elle, le surprenant avec un sourire qui illuminait son visage d'une manière qu'il n'avait pas encore vue. Étienne posa sa tasse sur le rebord de la galerie et descendit les marches, sentant une étrange légèreté dans ses pas. « De quoi as-tu besoin » La clôture du poulailler est lâche de ce côté. Claire pointa une section où les planches avaient cédé. Les poules s'échappèrent par là, et hier Blanchette a failli se faire attraper par le renard. Étienne sourit en entendant le nom. Claire avait donné des noms à toutes les poules, Blanchette, Cocotte, Tachetée, Roussette, et parlait d'elles comme si elles étaient de vieilles amies. « Je vais chercher les outils, » dit-il, se dirigeant vers le hangar attenant à la maison. Quand il revint avec un marteau, des clous et quelques planches, il trouva Claire essayant, sans succès, d'empêcher une poule grise de s'échapper par les fentes de la clôture. Un jour, alors qu'ils rangèrent le poulailler, la poule, que Claire avait baptisée Étoile à cause d'une tache blanche sur la tête, s'échappa et Claire courut après elle, riant d'une manière qu'Étienne n'avait jamais vue. Le son de ce rire semblait redonner des couleurs à la journée nuageuse, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour apprécier cette manifestation de joie pure. « Elle est maligne », commenta Étienne, essayant de ne pas se laisser distraire par la façon dont les cheveux de Claire, maintenant toujours attachés en une simple tresse, brillaient sous le soleil du matin. « Elles le sont toutes », répondit Claire, réussissant finalement à attraper la volaille. « Elles ont juste besoin de quelqu'un qui le remarque. »
Ils travaillèrent côte à côte toute la matinée. Étienne réparait la clôture pendant que Claire nettoyait les nids et renouvelait la paille. Entre de courtes conversations et des gestes de soin, une confiance timide commença à naître. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être nommé ou expliqué, mais c'était là, grandissant silencieusement, comme les plants de laitue que Claire avait plantés dans le potager des semaines auparavant et qui montraient maintenant des feuilles vigoureuses. « Où as-tu appris à travailler comme ça avec les animaux ?» demanda Étienne, observant l'aisance avec laquelle elle manipulait les volailles. Claire hésita un instant, comme elle le faisait toujours lorsque le sujet s'approchait de son passé. Mais alors, à la surprise d'Étienne, elle répondit « Ma grand-mère avait une petite ferme. Je passais les étés là-bas quand j'étais petite. Elle disait que les poules sont comme les gens. Chacune a son caractère, sa personnalité. » Étienne hocha la tête, absorbant cette petite révélation comme on reçoit un cadeau précieux. Mon père disait la même chose du bétail. Il connaissait chaque tête par son nom, savait laquelle était la plus têtue, laquelle était la plus docile. Ce devait être un homme bon, commenta Claire, son regard croisant celui d'Étienne pour un instant fugace. Il l'était, confirma-t-il, sentant la pointe familière de la nostalgie. Il m'a appris tout ce que je sais sur cette terre. À midi, quand le soleil était au zénith, Étienne invita Claire à découvrir le reste du domaine. Normalement, il faisait sa ronde seul, vérifiant les clôtures, les abreuvoirs du bétail et les plantations, mais ce jour-là, il ressentit le désir de partager ce rituel avec elle. Ils marchèrent à travers le pâturage, où le troupeau de charolaises paissait tranquillement, puis suivirent le sentier qui contournait le petit étang, jusqu'à arriver à la partie la plus haute de la propriété, d'où l'on pouvait voir tout le domaine, et au-delà, le petit village de Bellecombe au loin. « C'est magnifique », dit Claire, les yeux parcourant le paysage avec une admiration sincère. Le vent balançait doucement sa jupe, et elle semblait plus détendue qu'Étienne ne l'avait jamais vue. « C'est mon endroit préféré », confessa-t-il. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir ou juste de respirer. » Claire ne répondit pas, mais son silence était confortable, comme si elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Ils s'assirent sur une grande pierre plate, une sorte de belvédère naturel, et mangèrent le simple encas que Claire avait préparé. Pain maison, fromage et pâte de coin. Étienne lui apprit à soigner les veaux nouveau-nés, lui montrant comment vérifier s'ils étaient en bonne santé et comment les aider à téter si la mère avait des difficultés. Claire, à son tour, lui montra comment préparer une soupe qui parfumait toute la maison, en utilisant les herbes qu'elle cultivait dans le potager et les légumes qu'Étienne plantait. De petites victoires quotidiennes, un œuf trouvé avant le chant du coq, une clôture réparée à temps pour éviter la fuite du bétail, un pain qui avait levé plus que prévu, devenaient des réussites partagées, célébrées par des sourires discrets et des regards qui duraient une seconde de plus que nécessaire. Peu à peu, la froideur apparente du fermier commença à céder la place à un profond respect, nourri par la dignité silencieuse de cette femme qui était arrivée soudainement et, sans bruit, transformait la routine du domaine. Le village de Bellecombe, qui avait toujours vu Étienne comme un homme de peu de mots et encore moins de sourires, commença à remarquer le changement. Quand il allait à l'épicerie de Père Antoine pour acheter des provisions, il ne restait plus seulement le temps nécessaire à la transaction. Maintenant, il s'arrêtait pour un café, échangeait quelques mots avec les autres clients et emportait toujours quelque chose en plus. Des rubans pour les cheveux, un savon parfumé, un tissu coloré pour des rideaux. La fille de la ville a fait du bien à notre Étienne, commenta Madame Dubois, la propriétaire de la seule auberge du village, à qui voulait l'entendre. Même sa démarche est différente. Les rumeurs sur l'identité de Claire et ce qu'elle faisait au domaine d'Étienne allaient bon train. Certains disaient qu'elle était une parente éloignée, d'autres une veuve en quête d'un nouveau départ. Étienne ne confirmait ni ne niait, protégeant l'intimité de Claire comme on protège une flamme fragile du vent. Cependant, la curiosité au sujet du baluchon demeurait, grandissant comme une graine gardée au fond de l'esprit d'Étienne. Certaines nuits, lorsque le silence du domaine n'était rompu que par le coassement des grenouilles dans l'étang, il se surprenait à imaginer ce qui pouvait être si important pour que Claire le protège avec tant de zèle. Ce n'était pas seulement la curiosité qui le poussait, c'était le désir de comprendre pleinement cette femme qui, sans qu'il s'en aperçoive, était devenue une partie essentielle de ses journées, apportant une vie nouvelle à des coins du domaine et de lui-même qui avaient été longtemps abandonnés,
Les semaines se transformèrent en mois, et la présence de Claire au domaine Sainte-Croix cessa d'être une nouveauté pour devenir une partie du paysage, aussi naturelle que les orangers du verger ou le bruit du ruisseau qui traversait la propriété. Juin arriva avec ses matinées glaciales et ses nuits qui appelaient un café chaud et des conversations autour de la cuisinière à bois. Durant ces soirées, lorsque le vent sifflait dans les fentes des fenêtres, Étienne et Claire s'asseyaient dans la cuisine, chacun avec sa tasse fumante, et échangèrent des histoires. Ils parlaient du domaine à l'époque de son grand-père, quand le café était le principal produit de la région, avant que l'élevage ne devienne plus rentable. Il racontait les fêtes de la Saint-Jean que sa mère organisait, quand tout le village venait célébrer avec de la musique et des mets abondants. Claire, à son tour, commença à partager des fragments de sa vie antérieure, des histoires de son enfance au Val des Cèdres, de sa mère tisserande, qui lui avait appris les secrets des métiers à tisser, des festivités locales où les jeunes filles célibataires dansaient avec des rubans colorés dans les cheveux. C'étaient des souvenirs sélectifs, soigneusement choisis pour ne pas révéler les blessures les plus profondes. Mais ils étaient authentiques, et pour Étienne, précieux comme des gouttes de pluie en période de sécheresse. Un matin, Étienne se réveilla au son de la pluie battant fort contre les tuiles. C'était une de ces tempêtes d'hiver qui transforment le jour en pénombre et invitent au recueillement. Le travail au champ serait impossible. Alors il décida de consacrer la journée à de petites réparations à l'intérieur de la maison. La charnière desserrée d'une armoire, le tiroir coincé de la commode, le banc de la cuisine qui chancelait. Claire s'était levée encore plus tôt et l'arôme de gâteau de maïs fraîchement sorti du four emplissait toute la maison. Pendant qu'Étienne travaillait dans le salon, il pouvait l'entendre fredonner doucement dans la cuisine, une vieille mélodie qui parlait d'amour perdu et retrouvé. C'est alors qu'il remarqua le silence soudain. Le fredonnement cessa, suivi par le son de quelque chose de lourd tombant sur le sol. Étienne se leva d'un bond et courut vers la cuisine, trouvant Claire agenouillée sur le sol en terre battue, ramassant les morceaux d'un bol cassé, les mains tremblant visiblement. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. Claire ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, où la pluie créait un rideau presque opaque. Puis, dans un murmure entrecoupé, « Il y a quelqu'un dehors !» Étienne suivit son regard, mais la forte pluie rendait difficile de distinguer quoi que ce soit au-delà de la cour. « Ce doit être Loupio, dit-il, faisant référence au chien du domaine. Ou peut-être un voyageur cherchant un abri contre la tempête. » Mais Claire secoua la tête, la peur gravée sur chaque trait de son visage. « Ce n'est pas n'importe quel voyageur, » murmura-t-elle. « C'est lui, j'en suis sûre. » Avant qu'Étienne ne puisse demander qui était lui, Claire s'était déjà levée et courait vers sa chambre. Il la suivit, inquiet de son état d'agitation. Il la trouva assise sur le bord du lit, le visage pâle comme du papier, les doigts agrippés au familier baluchon de tissu, maintenant partiellement défait. Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Claire, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, « si quelqu'un te cherche, si tu es en danger, j'ai besoin de savoir. Je ne peux pas te protéger si je ne comprends pas de quoi il s'agit. » Elle leva les yeux, ses prunelles embuées fixées sur les siennes. Une bataille silencieuse se déroulait en elle, le besoin de faire confiance luttant contre des années de prudence et de peur. Ce fut donc par un matin pluvieux que Claire, finalement, posa le baluchon sur la table. Étienne resta immobile, observant simplement pendant qu'elle défaisait le tissu avec des mouvements lents, presque rituels. Le tissu usé, qui avait été d'un bleu vif, révéla son contenu avec réticence, comme s'il voulait lui aussi protéger le secret. À l'intérieur, il y avait une robe simple mais soigneusement brodée, avec des détails en fil doré sur les manches et l'ourlet, et une petite lettre pliée, jaunie par le temps, les bords usés à force d'être manipulés. « C'était à ma mère, » dit Claire, touchant la robe avec révérence. La seule qu'elle gardait précieusement, qu'elle ne vendait même pas dans les moments les plus difficiles. Elle l'a portée le jour où elle a rencontré mon père, puis le jour de leur mariage. Étienne observait en silence, comprenant qu'il était en présence de quelque chose de plus qu'une simple robe. C'était un héritage, un morceau tangible d'un passé que Claire portait avec elle. « Et la lettre ?» demanda-t-il doucement. Claire prit le papier délicat, le dépliant avec soin. « C'est la dernière chose que ma mère a écrite avant de... » Sa voix se brisa. « Avant de partir. Elle savait qu'elle ne résisterait pas à la maladie,
Alors elle a laissé ces mots. D'une voix basse, Claire expliqua que la robe était un symbole, et que la lettre contenait des mots qui lui donnaient la force de recommencer. Ce n'était pas seulement un objet de valeur sentimentale, mais un rappel constant de qui elle était et d'où elle venait. « Ma chère fille », lut Claire, la voix tremblante mais déterminée, « quand tu porteras cette robe, souviens-toi que ta vie est à toi pour la tisser, comme j'ai tissé chaque fil de ce tissu. Personne ne peut déterminer le motif de ta broderie à part toi-même. Va de l'avant, même lorsque le chemin semble sombre. Tu portes ma force et mon amour à chaque pas. » Les mots simples, écrits par une mère au seuil de la mort, remplirent la petite pièce d'une présence presque palpable. Étienne sentit un nœud dans sa gorge. Il y avait quelque chose de profondément familier dans ce sentiment de connexion au-delà de la mort, quelque chose qu'il avait lui-même expérimenté en maintenant vivant l'héritage de ses parents au domaine. « Je ne fuyais pas une menace physique », continua Claire, révélant enfin ce qui l'avait amené jusqu'ici, mais une vie où je n'étais pas vue, où mes mains travaillaient, mais mon cœur n'était pas remarqué. Elle raconta comment, après la mort de sa mère, le propriétaire terrien Olivier avait commencé à faire pression sur elle, d'abord avec de petites gentillesses qui se transformèrent bientôt en exigences. Il lui offrit le mariage, non par amour, mais pour incorporer les terres de sa famille aux siennes. Quand Claire refusa, il se mit à l'intimider, à répandre des rumeurs au village, l'isolant des quelques amis qu'elle avait. Il me voyait comme une propriété à acquérir, dit-elle, la voix maintenant ferme. Tout comme il voyait la terre, le bétail, les plantations, tout pour agrandir son empire. La goutte d'eau fut quand Olivier menaça de prendre la maison qui avait appartenu à sa mère, prétextant d'anciennes dettes. Claire savait qu'elle ne pourrait pas prouver la fausseté de ces allégations, pas contre l'homme le plus puissant de la région. Alors, une nuit, elle prit le peu qu'elle pouvait emporter et partit, marchant pendant des jours jusqu'à trouver, par hasard, le poulailler du domaine Sainte-Croix. Trouver le poulailler était un hasard, dit-elle, rangeant soigneusement la lettre dans les plis de la robe, mais la présence d'Étienne avait été un refuge. Il ne répondit pas immédiatement. Il posa simplement sa main sur la sienne et dit d'un ton ferme « Ici, tu ne seras jamais invisible, Claire. » La simplicité de cette promesse contenait plus de vérité que n'importe quelle déclaration élaborée n'aurait pu en contenir. Ce n'était pas seulement une offre de protection, mais une reconnaissance profonde de son existence, de sa valeur intrinsèque en tant que personne. La pluie continuait de tomber dehors, créant un rideau naturel qui isolait le domaine du reste du monde. À l'intérieur de la maison, quelque chose avait changé, non pas de manière dramatique ou évidente, mais fondamentale. Une confiance avait été déposée, un secret partagé, et avec cela, une nouvelle couche de compréhension s'était formée entre eux. Claire remballa soigneusement la robe et la lettre, mais cette fois, elle ne les cacha pas. Elle les posa sur la commode de la chambre, bien en vue, comme quelqu'un qui se permet enfin d'occuper un espace sans peur. L'hiver céda la place au printemps avec une douceur presque imperceptible. D'abord, ce furent les amandiers qui fleurirent, se couvrant de petites fleurs blanches qui parfumaient l'air des matins encore frais. Puis, les genêts explosèrent en couleur le long de la route qui reliait le domaine Sainte-Croix au village de Bellecombe. La nature, dans sa sagesse ancienne, annonçait un nouveau cycle. Des mois après l'arrivée de Claire, le domaine ne semblait plus le même. Là où régnait autrefois le silence froid, il y avait maintenant le son de pas sur la galerie, l'arôme de café coulé à l'aube et l'harmonie de ceux qui trouvent un lieu où rester. Les nouveaux rideaux aux fenêtres, faits d'un tissu imprimé qu'Étienne avait rapporté de la ville, dansaient avec la brise de l'après-midi. Le jardin, qui se résumait autrefois à quelques plantes résistantes qui survivaient par entêtement, arborait maintenant des parterres organisés avec des fleurs de la région et des herbes aromatiques. Claire avait redonné vie à des coins oubliés de la maison. La chambre qui avait été celle des parents d'Étienne, fermée depuis des années, abritait maintenant un petit métier à tisser qu'elle avait elle-même construit avec son aide, utilisant le bois d'un chêne tombé lors de la dernière tempête. Là, dans les après-midi tranquilles, elle recommença à tisser, reprenant l'art hérité de sa mère. Ses doigts, autrefois tremblants de peur, se déplaçaient maintenant avec confiance entre les fils, créant des motifs qui racontaient des histoires sans mots. Étienne, pour sa part, redécouvrit des aspects de lui-même qu'il croyait perdus. L'homme bourru et de peu de mots était toujours là,
Mais il y avait maintenant aussi de la place pour de petits sourires devant une blague simple, pour le plaisir de partager le silence des nuits étoilées sur la galerie, pour la satisfaction d'enseigner ce qu'il savait et d'apprendre ce qu'il ne savait pas. La transformation ne passa pas inaperçue des habitants de Bellecombe. Père Antoine, le propriétaire de l'épicerie, commenta à sa femme comment Étienne discutait davantage, demandait des nouvelles de la famille, des connaissances, acceptait même un café et un morceau de gâteau lorsqu'il venait faire ses courses. « C'est la jeune femme », disait Madame Dubois avec la certitude de celle qui comprend les affaires de cœur. Elle a ramené la lumière dans ses yeux qui ne voyaient que le travail. Au début, il y eut de la curiosité et même une certaine méfiance quant à la présence de Claire au domaine. Après tout, une jeune femme célibataire vivant sous le même toit qu'un homme célibataire n'était pas chose courante dans cette communauté traditionnelle. Mais peu à peu, le naturel avec lequel tous deux se comportaient, respectueux, discret, sans ostentation, finit par faire taire les commentaires les plus malveillants. Un dimanche matin, Étienne surprit Claire avec une invitation inattendue. « J'ai pensé qu'on pourrait aller à la fête des moissons au village. Si tu veux, bien sûr. » La fête des moissons était la plus grande célébration de Bellecombe, marquant la fin de la période des semailles et le début de l'abondance. Il y aurait de la musique, de la nourriture, des danses traditionnelles et la bénédiction des graines pour le prochain cycle. Claire hésita. Depuis son arrivée au domaine, elle n'avait que rarement quitté les limites de la propriété, à l'exception de quelques promenades le long du ruisseau ou jusqu'au verger le plus éloigné. L'idée d'affronter des regards curieux et des questions auxquelles elle n'aurait peut-être pas de réponse l'effrayait. « On n'est pas obligé d'y aller si tu ne veux pas », ajouta rapidement Étienne, remarquant son hésitation. « J'ai juste pensé que peut-être… »« J'aimerais bien », l'interrompit Claire avec une décision soudaine. « J'aimerais beaucoup. » Cet après-midi-là, alors qu'il se préparait pour la fête, une énergie différente flottait dans l'air. Claire porta l'une des robes qui avaient appartenu à la mère d'Étienne, maintenant ajustée à sa silhouette plus élancée. Elle avait brodé de petites fleurs sur le col et les manches, une touche personnelle qui transformait la pièce en quelque chose de nouveau. Ses cheveux, normalement attachés en une simple tresse, tombaient librement sur ses épaules, brillant comme de l'ébène poli. Étienne, de son côté, enfila la chemise blanche qu'il gardait pour les occasions spéciales, un gilet sombre et un pantalon bien repassé. Il avait taillé sa barbe et peigné ses cheveux en arrière, révélant des traits que le dur labeur et le soleil constant avaient sculptés avec fermeté, mais non sans douceur. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans le salon, il y eut un moment de reconnaissance silencieuse, non pas de l'autre tel qu'il avait toujours été, mais de l'autre tel qu'il pouvait être, tel qu'il était maintenant, transformé par leur présence mutuelle dans leur vie. Le trajet jusqu'au village se fit dans la charrette fraîchement repeinte, tirée par le cheval gris qu'Étienne traitait avec un soin particulier. La route serpentait entre des collines couvertes d'une végétation qui commençait à se remettre de la période la plus sèche. L'air était parfumé de l'odeur de terre mouillée et de fleurs sauvages, et le ciel, d'un bleu intense, semblait bénir cette journée. Le village, autrefois indifférent aux fermiers réservés, les accueillit avec une curiosité mal dissimulée, mais aussi avec un véritable accueil. Les femmes plus âgées entourèrent bientôt Claire, l'interrogeant sur des recettes, des remèdes de grand-mère et des techniques de tissage qu'elle connaissait. Les hommes saluaient Étienne avec des tapes dans le dos et des commentaires sur le temps et les récoltes, comme ils l'avaient toujours fait. Mais il y avait maintenant un nouveau respect dans leurs regards. Le curé du village, qui dirigeait la cérémonie de bénédiction des semences, tint à les saluer personnellement. « Le domaine Sainte-Croix a toujours été une partie importante de cette communauté », dit-il en serrant fermement la main d'Étienne. « C'est bon de voir qu'il continue d'être entre de bonnes mains. » La fête se prolongea dans l'après-midi et jusque dans la nuit. Sous les lumières de lampions colorés suspendus entre les arbres de la place, des couples de tous âges dansaient au son des viols et des accordéons. L'odeur de la nourriture typique, crêpes, galettes, poulets fermiers, fromage de la région, se mêlait au parfum des fleurs qui décoraient les longues tables couvertes de nappes brodées. À un certain moment, lorsque la musique devint plus lente et que les étoiles brillaient déjà intensément dans le ciel, Étienne tendit la main à Claire en une invitation silencieuse. Elle n'hésita qu'une seconde avant d'accepter, et ensemble ils rejoignirent les autres couples qui tournaient doucement au rythme de la musique. Ils n'étaient pas des danseurs expérimentés, Étienne avait passé sa vie à travailler, pas à célébrer, et Claire portait encore le poids d'années de réclusion.
Mais il y avait une synchronie naturelle dans leurs mouvements, comme si leur corps comprenait quelque chose que leurs esprits étaient encore en train de traiter. « Merci », murmura-t-elle, alors que la musique était presque terminée. « Pourquoi ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « De m'avoir rendu à nouveau visible. » Ces mots simples, prononcés au milieu d'une danse sous les étoiles, contenaient tout un univers de sens. Étienne et Claire n'eurent pas besoin de grandes déclarations pour comprendre que leur vie s'était entrelacée d'une manière qu'aucun des deux n'avait prévue, mais que tous deux reconnaissaient désormais comme essentielle. Le poulailler, théâtre de leur première rencontre, était devenu presque symbolique, le lieu où un appel au secours s'était transformé en une invitation à revivre. Étienne, lors de ses promenades matinales, s'arrêtait parfois devant la simple construction et souriait, pensant à la manière dont le destin emprunte des chemins inattendus. Le village, qui le voyait auparavant comme un homme sombre et isolé, commentait maintenant sa transformation, non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce que sa présence transmettait à côté d'elle. Il y avait une dignité tranquille dans sa démarche, une lueur dans ses yeux qui parlait d'un but renouvelé. Claire, de son côté, découvrit que sa force ne venait pas seulement de la survie, mais aussi de la capacité à prendre racine à nouveau, à faire confiance. La peur du propriétaire Olivier, qui l'avait si longtemps poursuivi même en rêve, commença à s'estomper, remplacée par la certitude d'avoir trouvé non seulement un refuge mais un foyer. Un après-midi d'automne, alors qu'il cueillait des oranges dans le verger, Claire partagea avec Étienne une pensée qu'elle cultivait. « Je pense enseigner le tissage aux jeunes femmes du village. Madame Dubois a dit qu'il y a de l'intérêt, et ce serait une façon de rendre quelque chose à la communauté qui m'a accueilli. » Étienne, en équilibre en haut de l'échelle, la regarda avec surprise et admiration. C'était une étape de plus dans son parcours, de femme en fuite à femme qui construisait son propre chemin. « Je trouve que c'est une excellente idée, » répondit-il en descendant avec un panier rempli de fruits mûrs. « On pourrait aménager le petit hangar près de l'étable. Il y a une bonne lumière et assez d'espace pour quelques métiers à tisser. » L'utilisation du « on pourrait » ne passa pas inaperçue pour Claire. C'est ainsi que les décisions étaient désormais prises au domaine Sainte-Croix, non plus par un homme solitaire, mais par deux personnes qui avaient appris à partager non seulement un espace, mais une vision d'avenir. Et, dans ce domaine, entourés par le vent libre et la terre fertile, tous deux comprirent que la véritable victoire ne résidait pas dans le dépassement solitaire, mais dans la rencontre qui transforme et guérit silencieusement. Ce n'était pas une fin, mais un recommencement continu, tissé jour après jour avec les fils invisibles de la compréhension mutuelle et du respect qui, avec le temps, s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus durable.